Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Maïf Social Club. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2018. On est ravis aujourd'hui d'accueillir Joël de René et Anne-Sophie Novelle autour de cette conférence autour de Réenchantons le futur, où nous allons aborder le concept des villes dites intelligentes. Avant de laisser la parole à Anne-Sophie, je souhaitais juste vous dire qu'on se retrouve juste après en bas pour une séance de dédicace de Joël de René. On pourra également partager un buffet ensemble. Je souhaitais également vous rappeler que la nouvelle programmation autour des nouvelles formes de travail est en ligne. Donc n'hésitez pas à la consulter dans notre programme qu'on vous a distribué, et également sur maifsocialclub.fr pour vous inscrire. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis désolée parce que la configuration a changé, donc je ne vois pas ceux qui sont dans mon dos. Je vais essayer de regarder sur l'écran quand il y aura l'image. Je suis ravie d'animer cette 4e et dernière conférence du cycle Agoramania, et en plus avec Joël de René que je connais depuis quelques années maintenant. Alors, au cours de ce cycle de conférences, on a parlé d'architecture, de jardin, d'art, d'urbanisme, et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser au futur des villes et à ce fameux concept de smart cities, de villes intelligentes. Donc Joël de René, vous êtes scientifique, prospectiviste, écrivain, vous êtes docteur S Sciences, conseiller du président d'Universcience, donc à la Cité des Sciences et de la Découverte, à la Villette, président exécutif de Biotics International. Vous avez écrit plusieurs livres, notamment le Macroscope en 1975. En 2012, vous avez témoigné de votre manière de surfer la vie. C'était aux éditions Les Liens qui libèrent. Et le dernier ouvrage, qui je pense sera en dédicace donc tout à l'heure, c'est Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature, qui a été publié en 2016. Et en 2012, vous avez été élu personnalité numérique de l'année 2012 par l'association pour l'économie numérique. Donc, on a 1 heure devant nous pour débattre, 1 demi-heure ensuite pour que vous puissiez aussi poser vos questions et participer à la conversation. Et donc, pour commencer, vu qu'on doit parler de ville intelligente, la première question, c'est de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque cette notion de ville intelligente, Joël ? Bonjour à tous, je me retourne pour dire bonjour une bonne fois à ceux qui sont derrière, mais je vous vois aussi éventuellement devant. Donc merci d'être si nombreux, merci Anne-Sophie de ces questions, c'est toujours passionnant de travailler avec toi. Alors je ne sais pas si selon la tradition télévisuelle ou non, on se vous voit ou on se tutoie, mais on se connaît depuis tellement longtemps, ici à la Maïf, on est plutôt décontracté. Donc le terme d'intelligent commence à me crisper un peu. Alors je dois le dire pourquoi ? Oui, bien sûr. Oui, Joël, on attend. On parle de téléphone intelligent, smartphone, de maisons intelligentes, de voitures intelligentes, d'objets intelligents. Finalement, ce sont les usagers qui font faire à ces objets ou à ces machines des fonctions dites intelligentes qui sont, eux, intellectuellement en contact avec des machines qui ne font que répéter ce qu'on a mis chez elles. Pourquoi ? Je préfère de dire que ce sont des outils ou des objets ou des lieux interactifs, proactifs et en temps réel. Comme c'est trop long à dire, un objet interactif, proactif et en temps réel, on dit c'est intelligent, c'est smart, ça va plus vite et on l'utilise tous. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'on est déjà en interaction avec cette ville intelligente, un peu dans la même mesure de ce qu'on appelait la domotique jadis, c'est-à-dire d'être capable de connecter à distance des choses et de faire bouger, de lancer des machines dans la... Alors on pourrait parler d'urbatique plutôt que de domotique, mais ça voudrait dire la même chose. Ça voudrait dire qu'avec une télécommande intelligente qu'on a dans la main, qui s'appelle le smartphone, on oublie trop souvent de rapporter à une télécommande intelligente, on pense que c'est un outil de communication, c'est vrai, mais c'est une télécommande intelligente. Eh bien l'environnement devient cliquable. Et un environnement cliquable, c'est un environnement qu'on a doté de sens. On lui a mis des puces RFID, on a mis des QR codes, et grâce à cette télécommande intelligente qu'on a dans nos poches, qui s'appelle le smartphone, on peut cliquer dans cet environnement, l'œil du smartphone voit des choses et nous renvoie des informations que notre œil, notre cerveau, notre intelligence ne peut pas voir. C'est ça, en gros, ce qui fait la base de la ville intelligente.
Et donc à partir de là, vous venez de le dire, tu viens de le dire, ce qui compte, c'est pas tant la ville que les usagers et de l'usage qu'ils font de cette ville. Donc qu'est-ce qu'on peut raconter à ce sujet-là? Alors il y a des choses très simples qui se font déjà depuis très longtemps, qu'on ne considère pas comme étant partie de la ville intelligente, mais quand je vais chercher de l'argent dans la rue, c'est un robot qui me répond. Quand je rentre dans un parking avec une carte et que la porte s'ouvre, c'est un robot qui me répond. Donc, d'une certaine manière, c'est des réactions intelligentes, entre guillemets. Un digicode de maison qui reconnaît que moi, ou il y a une caméra qui me reconnaît moi pour rentrer dans une maison, ce sont des réactions intelligentes, mais interactives, proactives en temps réel. Et donc, on est déjà des usagers. Alors, il y a les usagers privés, nous tous, les personnes, les citoyens de la ville, et puis des professionnels. Déjà, beaucoup de professionnels utilisent, par exemple, des caméras vidéo pour la sécurité, qui rendent intelligents certains lieux, qui voient des gens et qui maintenant, avec le deep learning, une forme d'intelligence artificielle plus évoluée, permet de reconnaître les visages. Et donc déjà, dès maintenant, nous-mêmes, nous sommes des usagers d'éléments intelligents dans la ville intelligente du futur, qui est déjà là et qui va l'être de plus en plus avec la voiture autonome, les rues intelligentes, les routes intelligentes, la domotique, etc. Parce que c'est ça la question, c'est-à-dire à quoi sert une ville intelligente et qui va vraiment en bénéficier, en fait? Parce que même si on a Alors déjà ces justement, robots, pour résumer, j'ai amené une petite diapo qui est ici, que j'ai là, qui résume un peu les fonctions de la ville intelligente, les domaines d'application. Il y a ce qu'on appelle les services urbains intelligents, en haut à droite en vert. Les services urbains intelligents, ça va être les voitures intelligentes, évidemment, les réseaux de distribution, l'éclairage intelligent qui s'adapte à l'heure de la journée. De plus en plus, et ça on peut en parler, ça va être les feux de signalisation qui, au lieu d'être synchronisés en fonction du temps, sont synchronisés par les flux captés par les caméras, éventuellement par des drones qui captent les flux de voitures et qui changent les feux en fonction des flux et pas simplement en fonction de l'heure. Donc ce sont les services urbains intelligents. Il y a toute la mobilité intelligente des transports publics électriques ou qui vont maintenant de plus en plus chercher les gens par groupe de personnes plutôt que par station. Déjà aux États-Unis, ils ont lancé, pas qu'aux États-Unis, des sortes de bus, des petits bus, pas des minibus, mais des bus électriques qui se dirigent vers des groupes de personnes qui les ont appelés et qui se groupent en même temps plutôt que d'être devant une station de bus. Donc ces systèmes de transport, la gestion de la mobilité, ce qu'on appelle la mobilité durable, elle n'est possible que grâce au numérique dans la ville intelligente. Par exemple, le Vélib, et maintenant les nouveaux vélos verts à Paris, on arrive avec son smartphone, on regarde le QR code et le vélo se déclique. On peut l'utiliser et le laisser n'importe où. Eh bien, la voiture de Bolloré, la voiture électrique, par exemple, que l'on va chercher grâce à son smartphone à un endroit et qu'on remet en charge à un autre endroit, tout ceci sont des systèmes de mobilité durable qui dépendent du numérique dans la ville intelligente. On ne peut pas imaginer que ces systèmes, qui étaient faits pour être des systèmes de transport individuel, se transforment grâce au numérique et à la ville intelligente en système de transport collectif. Quand il y a 30 000 personnes, quand il fait beau à Paris ou à Bordeaux sur un Vélib, ou l'équivalent du Vélib de Bordeaux, à ce moment-là, c'est un transport collectif. C'est un transport collectif. Donc le transport individuel, grâce au numérique, se transforme en transport collectif. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il est à la disposition de chacun qui peut le laisser où il veut, retrouver une place de parking, le recharger, et c'est indiqué sur son smartphone. Donc vous avez en bas à droite la mobilité intelligente. Vous avez tout l'environnement intelligent, c'est-à-dire les environnements qu'on peut contrôler avec son smartphone, c'est-à-dire non seulement des systèmes de déchets, d'énergie alternative. Alors là, je voudrais faire une petite précision. En passant, on y reviendra peut-être, mais je voudrais la faire dès maintenant, parce qu'on nous parle beaucoup des énergies alternatives et des énergies renouvelables. Et moi, je ne parle plus des énergies renouvelables. Donc, je parle de l'énergie renouvelable au singulier. Parce que l'énergie renouvelable au singulier, pour moi, c'est un mix des énergies alternatives, par exemple le vent et le soleil, et des ressources permanentes comme la biomasse, la géothermie, l'hydroélectricité. C'est la combinaison, grâce au numérique, de toutes ces formes d'énergie renouvelable qui crée l'énergie renouvelable. On n'en parle pas suffisamment de celle-là. Quand Nicolas Hulot nous dit qu'en 2035, on va se débarrasser de 50% des centrales nucléaires, au lieu de dire ça, il devrait dire à l'envers. En 2035, on devrait être à 65% d'énergie renouvelable grâce à la combinaison de toutes les énergies en même temps. Et qu'est-ce qui le permet? C'est le numérique. C'est ce que j'appelle Enernet. Alors, Enernet, Internet, vous connaissez, c'est l'information. Enernet, pour moi, c'est des réseaux de distribution d'énergie, d'électricité.
qui s'adapte à l'offre et à la demande, qu'on appelle aussi la smart grid en anglais. La smart grid, c'est un réseau intelligent qui utilise le réseau de transport d'électricité, mais avec des puces spéciales qui permettent de s'adapter à l'offre et la demande. Qu'est-ce qui permet ça? C'est le numérique. Et dans la ville intelligente, on va avoir de plus en plus de smart grid interconnectés aux gens, qui, pour ceux qui produisent plus d'énergie qu'ils en utilisent, grâce à l'énergie renouvelable, justement, certaines personnes déjà commencent à se vendre. Alors, je ne vais pas anticiper sur la blockchain, mais commencent à se vendre à une ville intelligente comme Brooklyn, aux États-Unis. Les gens se vendent de l'électricité en temps réel, grâce à la smart grid et grâce à la blockchain. Alors, ça fait beaucoup de mots nouveaux pour certains d'entre vous. On va y aller doucement. On pourra y revenir dessus. On pourra revenir dessus, exactement. Et si on continue du coup sur cette petite présentation... Les services publics intelligents, la gouvernance intelligente, vous le voyez en haut à gauche, c'est le fait que les citoyens peuvent de plus en plus déjà maintenant et pourront de plus en plus dans l'avenir participer à la gestion de leur ville, justement grâce à l'interconnexion aux réseaux sociaux et au numérique. Déjà dans certaines mairies, notamment à Bordeaux, ça tu le sais, tu y participes, et dans d'autres villes comme à Grenoble, les gens peuvent participer à la gestion de la ville en devenant un citoyen participatif dans une démocratie participative intelligente. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est une manière d'optimiser le bien-être des habitants et des urbains C'est au-delà du bien-être. Anso, je pense que c'est la responsabilisation qui est très importante. Il y a le bien-être, bien entendu. C'est optimiser le bien-être, c'est optimiser aussi le plus-être, puisqu'on parlera sûrement d'éducation et de santé. Éducation, santé, environnement sont les 3 grands enjeux de la ville du futur, évidemment. Mais je pense qu'au-delà du bien-être, on est dans le plus-être, c'est-à-dire comment bénéficier de tout ce que la ville peut vous apporter pour être soi-même, donner du sens à sa vie et en la partageant avec les autres. C'est ça l'avenir. Et qui pense Réenchantons le futur. Oui, justement, pour réenchanter, qui pense en fait au développement de toutes ces applications aujourd'hui? Est-ce que c'est le service public? Est-ce que c'est le citoyen? Ça, c'est une vraie question. Quand même. Personne ne pense globalement à toutes ces applications. Ce n'est qu'avec des articles d'écrivains, de prospectivistes, de philosophes, de bouquins comme celui de Yuval Harari ou Steven Pinker, La part d'ange en nous, Homo Deus, ou peut-être les miens, celui que vous allez voir tout à l'heure. Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature, qu'on essaye de faire de la prospective sur qu'est-ce que la ville intelligente peut apporter aux gens et aux usagers. Et au-delà du bien-être, je pense qu'elle peut donner un sens de responsabilisation par rapport à sa vie. Quand je parle de coéducation dans la ville du futur, ou de santé connectée, là, on a une société collaborative du partage du savoir, ou du partage de la santé. Donc, on peut se sentir plus responsable. Et je préfère mettre en avant la notion de co-responsabilité que la notion de bien-être. Mais si justement on parle de cette responsabilité, on l'a bien vu, alors il y a une petite dizaine d'années maintenant avec l'économie collaborative, justement l'arrivée du Vélib, des voitures en partage, de ces nouveaux services connectés qui nous permettent de se retrouver en temps réel. Les usagers s'en sont emparés, mais on se rend compte aussi qu'il y a des travers aujourd'hui et que sans savoir qui décide vraiment, il y a quand même des acteurs qui émergent. Et qu'est-ce que ça peut poser comme question, justement, dans le futur de la ville, que d'être enfermé peut-être dans une technologie ou dans des applications qui ne nous donnent plus le choix de vivre peut-être simplement et sans technologie pour retrouver juste du lien social. Comment tu réfléchis à ces questions? Ça pose beaucoup de questions, énormément d'ailleurs, des débats comme celui-là. Ce que tu écris, ce que j'essaye d'écrire moi aussi, et d'autres personnes que je reconnais dans la salle, c'est justement pour essayer de réfléchir à la manière d'éviter une sorte de prise de monopole de certains sur nous, et surtout le fait qu'on devient addict de ces outils, on ne peut plus s'en débrancher, on ne peut plus s'en déconnecter pour approfondir les choses et vivre, non plus par écran interposé, mais vivre la réalité du monde, de ce que nous vivons. Yuval Harari décrit très bien dans son dernier livre, Homo Deus, comment on se raconte des histoires en permanence. Ce qu'il appelle le récit. On vit d'un récit social, d'un récit politique, d'un récit religieux. On se raconte des histoires, mais il faut venir à la réalité, il faut vivre la réalité. Or, il faut se débarrasser de certains de ces outils, se débrancher, si j'ose dire, pour vivre la réalité du monde dans lequel on vit et l'échange avec les autres. Donc je pense que c'est ça qui doit nous conduire à réfléchir au partage du savoir, c'est la coéducation, au partage du bien-être, ça c'est la santé, en comprenant qu'est-ce qu'on peut se faire pour être bien dans sa peau et vieillir moins vite, et le partage du souci de préserver un environnement, pas seulement pour le protéger, mais pour en bénéficier, puisque l'environnement nous apporte tellement à nous tous. Donc du coup, il faut réfléchir à ce partage et du coup anticiper aussi les risques que peut engendrer une forme de métropole ultra connectée, non? Alors il y a beaucoup de risques, évidemment. On en a énuméré déjà depuis quelques années pas mal. Il y a les risques à la vie privée, il y a les risques de hacking,
les risques de désinformation, les risques de fake news, évidemment, dans tous ces réseaux sociaux. Il y a surtout, avant tout, parlons d'abord de celui-là, avant peut-être dans le débat d'aller plus en détail sur d'autres risques, il y a le risque de monopole numérique. Alors, ce qu'on a appelé les GAFAMA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba, pour ne donner que quelques exemples. Il y a aussi Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, tous ces disrupteurs des grands systèmes traditionnels cherchent à nous monopoliser pour avoir un écran de eux devant nous tous les jours pour tout ce qu'on en fait. Et cette volonté de monopolistique retrouve tout à fait les monopoles contre lesquels le monde a lutté il y a 30, 40, 50 ans, avec le monopole de l'automobile, le monopole des énergies fossiles. Donc ces monopoles, on est en plein dedans. Et les GAFAMA cherchent à créer des monopoles du numérique pour s'emparer de notre intelligence, capter notre attention. La valeur la plus grande en ce moment, pour eux, c'est l'attention des gens. Mais le fait qu'ils veulent capter notre attention nous perturbe et nous pollue notre information. Donc il y a une espèce de cercle vicieux. Notre attention est la valeur la plus rare et donc la plus chère. Mais pour capter notre attention, on nous inonde de messages en permanence. Il y a un flux d'informations dont on a du mal à se passer. On est addict avec notre smartphone qui en fait détruit notre attention. Et comme elle devient de plus en plus rare, elle devient de plus en plus chère et elle devient de plus en plus recherchée par ce monopole numérique. Donc les monopoles numériques sont en train de nous guetter. Ils sont en train de vouloir s'emparer de notre attention. Mais plus que ça, les monopoles numériques veulent s'emparer des choses les plus privées que vous avez. Pourquoi ? Parce que nous sommes en quelque sorte des pronétaires. C'est un terme que j'avais employé dans un livre que j'ai écrit en 2005. Les pronétaires, c'est des gens qui sont pour et sur le net. C'est nous tous participants à l'Internet et on est collaborateurs de GAFA, puisqu'on crée des informations chez eux qui revendent à d'autres. Donc on crée de la valeur ajoutée en allant chercher un livre sur Amazon, on crée de la valeur ajoutée en postant une image sur Facebook, on crée de la valeur ajoutée en allant chercher sur Google des mots-clés. Tout ceci, ils le stockent dans leur big data et ils se servent de nos profils pour les revendre à d'autres très chers qui vont se servir pour nous reprofiler et nous revendre d'autres services. Donc c'est contre ces monopoles-là qu'il va falloir lutter, non pas pour être contre eux, on en a besoin. Moi je suis dans le win-win, je ne suis pas dans le rapport de force. Je suis dans le rapport de flux. Ils peuvent m'aider, moi je peux contribuer à les réguler. Et comment je peux contribuer à réglementer ? Pas réglementer, ça fait un petit peu comme GPRD, c'est-à-dire le fameux système que l'Europe essaye de mettre en place pour préserver notre vie privée, ce qui est déjà pas mal. Mais je pense qu'on peut contribuer à les réguler, pas les réglementer, par ce que j'appelle d'un mot un peu technocrato-politico-numérique, une co-régulation citoyenne participative. Ça a l'air d'un grand mot compliqué, mais en vrai, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que grâce aux réseaux sociaux, auxquels nous sommes tous connectés, nous avons un sentiment diffus de notre pouvoir. Je dis diffus, parce que dans certains cas, on l'a vu pour Balance ton port, on l'a vu pour des tas de mobilisations contre des tyrans internationaux, contre des revues ou même contre des articles. On peut se mobiliser et exercer un rapport très fort sur les pouvoirs politiques, économiques, industriels, voire religieux. Et donc, elle est là, notre force, la co-régulation citoyenne participative, à condition de se mobiliser tous ensemble pour des grandes valeurs, pas seulement pour des petites histoires personnelles ou parce qu'on vous a volé votre password, mais se mobiliser pour des grandes causes. Et ces valeurs-là, on peut les partager. Et là, on a une grande force. Mais il y a quand même derrière tout ça la question des données, ce qu'on appelle le big data aujourd'hui, tout ce qui est collecté à l'occasion de ces échanges numériques que l'on peut avoir. Et là-dessus, il y a nécessairement une régulation, mais le citoyen interconnecté, même s'il s'organise, ça va être complètement compliqué pour lui d'arriver à lutter contre ce que l'on capte de Alors, il y a deux choses. Il y a lutter contre ce que l'on capte. Je viens de dire comment on peut tenter de le faire par la co-régulation citoyenne participative grâce aux réseaux sociaux en nous mobilisant. Mais il y a aussi, nous aussi, utiliser le big data pour notre propre intérêt. Je pense aux entreprises, mais je pense à nous. Pourquoi ? Parce que l'IA plus le big data est un outil extraordinaire. L'IA, c'est l'intelligence dite artificielle, que moi j'ai rebaptisée intelligence auxiliaire. IA, intelligence auxiliaire au service de l'homme, plutôt qu'intelligence artificielle contre l'homme. Enfin, on peut en discuter. Donc je pense que non seulement il faut éviter qu'ils utilisent notre IA contre nous, par exemple stocker tous les gènes du monde, comme veut le faire Google, pour faire de la médecine préventive. C'est une magnifique idée, la médecine 4P, préventive, participative, proactive et personnalisée.
c'est-à-dire d'utiliser le big data médical pour détecter des corrélations entre des enzymes qu'on retrouve dans le cancer, Alzheimer ou Parkinson. C'est formidable. Mais stocker tous les gènes de l'humanité chez Google, ça m'angoisse. Parce que autant mes mails sont privés, mais mes gènes à moi, ils sont encore plus privés. Donc ça, ce big data-là, utilisons-le nous aussi grâce à l'IA. Alors, comment ? Quand même en 2 mots. Beaucoup de gens entendent parler de l'intelligence artificielle. Mais les gens se disent, c'est pas pour moi. Comment je vais faire ? Est-ce que je peux la télécharger sur mon iPad ou sur mon iPhone ? Ou si je suis une PME, comment je vais utiliser l'intelligence artificielle ? Ma réponse, dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, vous pouvez pratiquer, expérimenter l'intelligence artificielle à un coût très très bas en téléchargeant des algorithmes d'intelligence artificielle sur votre ordi, sur votre iPad, sur votre iPhone, en allant sur le cloud. Je ne vais pas vous donner l'adresse parce que si je vous le donne, je vais faire de la pub pour 2 ou 3 très grandes compagnies. Mais si vous me le demandez vraiment, je le ferai. À la fin. À la fin. Et donc, on peut faire aujourd'hui des expériences avec l'IA sur le big data. Par exemple, moi, ce que je fais avec d'autres collaborateurs dans des recherches sur le cancer, pour vous donner une idée, il y a 964 000 publications médicales par an, ce qui fait 72 000 par mois. Qui peut lire ça ? Personne. Aucun médecin, aucun cancérologue. Par contre, si on pose les bonnes questions à Watson, du genre de est-ce que, par exemple, la pyruvate phosphorylase se retrouve dans Alzheimer et dans Parkinson, est-ce que la pyruvate phosphorylase va se retrouver aussi dans certains cancers ? Et si oui, lesquels ? Merci de m'imprimer par ordre chronologique les références que vous allez trouver. Voilà le genre de questions qu'on pose à Watson et il vous répond en 5 minutes, alors qu'il aurait fallu 5 mois à un médecin de base pour faire ce boulot-là. Donc déjà, dès maintenant, c'est ma réponse à ta question, on peut utiliser l'IA, l'intelligence auxiliaire, pour faire des expériences de corrélation dans du big data que nous avons collecté soit par notre vie professionnelle, soit parce que c'est du big data qu'on a collecté sur nous et dans lequel on peut rentrer nous aussi. Est-ce que, alors là, il faut aussi qu'on revienne dans la ville. Quand on utilise toutes ces technologies, ça a un coût quand même. Donc, qu'est-ce que ça représente par rapport à l'utilité apportée et à l'investissement nécessaire pour que ça fonctionne vraiment ? Et comment les pouvoirs publics gèrent aussi les arbitrages par rapport à tout ça ? Alors, il y a 2 choses. Il y a nous et les pouvoirs publics. Répondons d'abord nous. Toutes ces technologies nouvelles commencent avec un coût qui a l'air effrayant au début. C'était le cas d'Internet, c'est le cas de la télévision, c'est le cas de l'ordinateur, le cas du portable, le cas de l'iPad. Il y a un coût de départ. Et puis petit à petit, ça s'est démocratisé. De telle sorte que les téléphones portables, il y en a presque autant que d'habitants sur la planète. Donc ça veut dire que les gens ont pu se l'acheter, se sont débrouillés pour l'avoir. Donc les coûts diminuent et les usages augmentent. Donc il y a le rapport coût-usage et on voit que l'usage et l'apport en utilité est telle que les gens sont prêts à payer un certain prix. Donc c'est sûr qu'un iPhone, ça reste encore assez cher, c'est trop. Alors les pouvoirs publics, en revanche, il y a des gros efforts à faire pour fournir à tout le monde l'accès illimité au réseau. Et on voit que beaucoup de régions aujourd'hui s'associent à l'État pour pouvoir permettre d'utiliser la fibre optique ou la Wi-Fi gratuite. Et la fibre optique et la Wi-Fi gratuite sont des moyens, même si les écolos protestent contre la Wi-Fi gratuite parce qu'il y a des problèmes d'ondes électromagnétiques, etc., on peut dire que ça va se répandre de plus en plus dans des lieux où chacun, à cause du smartphone et des tablettes, veut se connecter à la Wi-Fi, dans les taxis maintenant ou dans la rue. Donc déjà, il y a un effort qui est fait par les municipalités et va être de plus en plus important pour permettre aux gens d'accéder à la Wi-Fi gratuitement et à du très haut débit en fibre optique. Mais ça, ce sont des investissements de l'État. Est-ce qu'on pourrait maintenant aller un peu plus dans le détail ? J'aimerais par exemple qu'on se dise, si on prend la voiture de demain, qu'est-ce que ça va être dans une ville dite intelligente ? Et comment notre mobilité va évoluer dans ce cadre-là ? Alors, parlons de mobilité durable, justement, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est énergie renouvelable et smart grid est lié au numérique. La voiture dite intelligente ne peut être intelligente que dans des routes intelligentes. Et donc dans une ville intelligente ou dans des rues intelligentes. Pourquoi ? Parce que nous, quand nous conduisons notre voiture, nous sommes confrontés à des signaux optiques en permanence. 30 à l'heure, ralentissez, tournez à droite, obligatoire, sens giratoire. C'est nos yeux qui voient ça, des panneaux qui sont faits pour nos yeux. Donc la voiture intelligente va avoir de plus en plus besoin de signaux numériques qu'elle doit comprendre pour pouvoir s'orienter et nous emmener à destination et éviter les accidents. Donc voiture intelligente ou voiture autonome ne va pas justement, d'où les problèmes d'infrastructure dont tu parlais tout à l'heure. La voiture intelligente est liée à la route intelligente, à l'autoroute intelligente et donc à la ville intelligente de plus en plus. Mais ce qui est intéressant, à mon avis, c'est ce qu'essaye Toyota, par exemple, pour ne citer qu'une marque,
c'est de redonner la main à l'humain. C'est-à-dire de considérer cette phrase, qui était d'ailleurs le thème de notre forum Changer d'air il y a 2 ans, à la Cité des Sciences, au-delà du numérique, retour à l'humain, et celui de l'année dernière, petite pub, c'était au boulot les robots, la vie aux humains. Donc ça montre à quel point le lien social et le lien humain nous préoccupent à la Cité des Sciences. Donc l'idée de Toyota, c'est de faire en sorte qu'avec des gestes, avec la parole, on redonne la main à la voiture. Alors, en une voiture autonome, exemple, tu es dans ta voiture autonome, tu joues aux cartes avec tes enfants ou tu regardes des vidéos derrière ou avec tes amis. Et puis, tout d'un coup, tu te rappelles de l'anniversaire de ta mère. Et la voiture te conduit vers Auxerre. Et puis, tu te rappelles qu'en cours de route, tu devrais quand même aller lui dire un bon anniversaire et lui offrir un cadeau qui est dans la voiture que tu as oublié. Alors là, tu fais ce geste-là à la voiture, tu dis non, non, écoutez-moi, c'est l'anniversaire de ma mère. Vous connaissez le chemin. Prenez la première route que vous trouverez à droite. Et donc, le système de la voiture autonome se désengage et la voiture répond à cette situation inattendue. Et elle va prendre la première bretelle, la première route, et comme elle a le plan dans sa intelligence, elle va conduire à la maison de ta mère pour lui offrir le cadeau en question. Donc, au-delà du numérique, ce retour à l'humain, je le trouve très intéressant dans la voiture numérique du futur. C'est donc une relation, donc pour répondre à ta question, entre la voiture autonome et la route intelligente, qui va lui envoyer des signaux numériques. Donc, on revient à la ville numérique. Et la voiture autonome, avec retour à l'humain, par des gestes et la voix, gestes et voix, pas simplement pianoter sur des écrans pendant qu'elle roule, pouvoir changer la destination. Je pense qu'au quotidien, les gens s'interrogent aussi sur... voilà, souvent, c'est plutôt un quotidien fait de bouchons, où on s'interroge sur faire du covoiturage, se passer de sa voiture, utiliser d'autres moyens de transport plus collectifs. Voilà, est-ce qu'à ce niveau-là, de manière plus globale, au-delà d'un usage qui, à mon avis, sera assez gentrifié aussi, il n'y aurait pas quelque chose de plus intelligent, pour le coup, à imaginer ? Alors, la chose la plus intelligente, c'est de parler de mobilité durable, de transmobilité durable, pour employer des grands mots. L'idée, c'est la transmobilité durable. Par exemple, la SNCF propose maintenant, dans les billets, le fait que quand on arrive à une gare, on peut avoir une voiture électrique à la gare pour aller autre part, ou un vélo électrique. Donc ça, c'est la transmobilité. Le fait que d'un système, on passe à un autre, continuellement assisté par le smartphone et par le numérique. Ça, c'est une première chose. Transmobilité durable, c'est que non seulement on peut le faire avec son smartphone, mais on peut aussi éviter de dépenser trop d'énergie. Donc ça, c'est des solutions intelligentes pour la ville du futur, et pas seulement pour les villes du futur, mais pour les pays du futur. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les générations montantes, notamment ce qu'on appelle les millennials, qui avaient entre 5 et 10 ans au tournant de l'an 2000, eh bien, ces générations-là, quand les parents leur disent « Écoute, il faut que tu aies un diplôme pour pouvoir avoir une situation, ça te permettra d'emprunter à la banque pour t'acheter une voiture, t'acheter un appartement, te payer des vacances », ils disent « Pourquoi m'acheter un appartement ? J'ai Airbnb, je peux me balader où je veux. Pourquoi une voiture ? J'ai Blablacar, j'ai le Vélib. » Finalement, il y a cette notion de propriété de la bagnole est en train de s'estomper, je ne dis pas disparaître, mais s'estomper progressivement pour la mobilité, la transmobilité durable, en ayant l'impression qu'en utilisant la transmobilité durable, on participe en même temps à la gestion de l'environnement. Donc les solutions intelligentes, les voilà. Transmobilité durable, Blablacar, Vélib, possibilité d'utiliser des scooters électriques ou des vélos qu'on débloque avec simplement son smartphone pour pouvoir l'utiliser, le laisser n'importe où, à un autre endroit. Alors par contre, il va falloir lutter contre l'incivilité et le fait que tous ces outils coûteux, contenant beaucoup de technologies, laissés dans la rue, devront être surveillés d'une certaine manière, qu'ils ne soient pas trop répressifs, mais néanmoins surveillés. On le voit déjà, hein, ça a un coût assez énorme, le Vélib. Dans d'autres villes, c'est la même chose. Les vélos là, qu'on laisse et qu'on reprend où on veut, c'est pareil. On est obligé de les met dans un camion. Oui, puis la flotte doit être renouvelée très fréquemment. Mais au-delà de ça, quand on parlait des risques tout à l'heure, je crois qu'il y a aussi ce que certains appellent les micro-pouvoirs. C'est-à-dire qu'entre particuliers, là où avant on pouvait voir du lien social et une forme d'échange un peu nouveau, on a aussi une espèce d'autocontrôle qui n'existait pas auparavant entre pairs, quoi. Donc il y a aussi un lien social qui peut être complètement déformé, il me semble, aujourd'hui. Et peut-être que... Ça, c'est le danger communautariste de certains liens sociaux et qui sont liés aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux créent des communautés souvent fermées. Et ces communautés souvent fermées, bien sûr, elles peuvent s'ouvrir parce que le principe des réseaux sociaux, c'est de s'ouvrir comme Twitter, mais en même temps, elles se referment. Quand on voit l'utilisation affolante de Twitter par le président d'un grand pays,
et le fait qu'un tweet devient un outil politique et même de politique internationale qui est diffusé dans le monde entier en un instant, sans commentaire des journalistes dont c'est le métier de faire la médiation journaliste en essayant d'interpréter qu'est-ce qu'il y a derrière ce tweet et qu'est-ce que ça a comme conséquence politique et diplomatique internationale, c'est non seulement affligeant, mais c'est terrifiant. C'est ce que j'appelle des ADM. Les ADM, c'est les armes de destruction massive. Moi, j'appelle ça une arme de disruption massive. Monsieur Trump utilise des armes de disruption massive. Et en plus du tweet politique qu'il a instauré, qui est dramatique, il peut détruire la vie de quelqu'un. Il peut détruire politiquement comme on le tuerait physiquement. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il est lié à la mafia, tout le monde le sait depuis longtemps. Et comme la mafia sicilienne, ça n'est plus du tout intéressant pour lui, c'est la mafia russe. Il est lié à la mafia russe jusqu'aux oreilles depuis longtemps. Donc, en général, on fait disparaître les gens. Mais faire disparaître les gens par un tweet, c'est plus facile et moins dangereux. Donc, il y a ça. Et puis, il a créé aussi une autre arme incroyable qui est géniale sur le plan politique. Je déteste ce qu'il fait, mais je dois reconnaître que c'est génial sur le plan politique. C'est le nuage de fumée que la pieuvre met autour d'elle pour échapper de ses ennemis, qui est les fake news. Toute nouvelle qu'il attaque est une fausse nouvelle. Et elle vient de gens qui ne font que colporter des fausses nouvelles, que sont CNN, New York Times, Washington Post, etc. Donc il a créé ces deux armes politiquement incontournables pour le moment. C'est l'arme de disruption massive du tweet à la Trump. Et la seconde, c'est l'écran de fumée des fake news. Et ça, c'est terrible parce que ça repose sur les réseaux sociaux. Mais oui, mais on va du coup revenir sur notre sujet aussi, parce qu'à chaque fois, on s'en éloigne un peu quand même, c'est passionnant, mais ça nous emmène très loin. On a parlé de mobilité. Si on parle maintenant d'habitat, qu'est-ce que cette intelligence va changer à l'habitat de demain, ou dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? Alors, elle est déjà en train de le changer considérablement, puisque des architectes se préoccupent beaucoup maintenant de la maison et des bureaux intelligents. Déjà, Vinci et Bouygues vendent juste à côté de Paris, à Meudon, des bureaux intelligents, qui sont des bureaux qui permettent d'organiser les réunions, les salles de réunion disponibles en fonction des flux d'occupation des gens. Donc tout ceci existe, et en même temps, ce sont des bureaux qui utilisent le développement durable et qui fabriquent plus d'énergie qu'ils en dépensent. Donc ça, c'est en cours. Mais je pense que la révolution va naître de la fin de la domotique. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'est la domotique exactement? Ce qui n'est plus la domotique. Oui, voilà, et sur ce que ça change en fait. La domotique, c'était une idée qui a foiré. La domotique, c'était l'idée de contrôler une maison à distance pour faire toutes les fonctions de la maison, se faire couler un bain, fermer les rideaux, mettre de la musique avant qu'on arrive, éteindre les lumières, économiser l'énergie. Non, c'est pas que c'est pas utile, c'est quand même très utile. Mais la mauvaise idée était qu'il fallait acheter une armoire standard pour faire ça. Il fallait s'acheter une armoire venant de Schneider, de Sony, de Bang & Olufsen ou de Philips qu'on mettait à l'entrée de chez soi. Et toutes ces armoires n'avaient aucune communication entre elles. Et les objets avec lesquels elles communiquaient n'étaient que pour les standards de ce panneau à l'entrée. C'est pour ça que ça a foiré. C'est la non-commutabilité des standards. Mais pourquoi ça marche maintenant? Et on n'appelle plus ça la domotique, grâce à un grand mot, l'interopérabilité. Qu'est-ce que c'est que l'interopérabilité? C'est le fait qu'il y a la Wi-Fi, le GPS, le smartphone et Bluetooth. Ces éléments-là font que toute maison, quelle qu'elle soit, avec ça, peut se transformer en une maison contrôlable et donc domotisée. Avec mon smartphone, qui, je le rappelle, est une télécommande universelle, et grâce à l'environnement qu'on rend intelligent en y mettant des sens, comme nous, comme nos yeux et nos oreilles, c'est nous qui les mettons, les architectes. Ça s'appelle comment ces sens? Ça s'appelle des puces RFID, Radio Frequency Identification Device, des QR codes, qui sont des sortes de codes barres que vous avez vus partout. Donc, cette maison intelligente, cet environnement cliquable, c'est grâce à nous que lui avons introduit des sens dedans qu'il devient intelligent pour nous. Comme d'appuyer sur un bouton pour allumer la lumière ou de tourner une poignée pour ouvrir une porte. Donc, c'est cette domotique nouvelle formule que j'appelle l'interopérabilité qui va rendre les maisons intelligentes et les bureaux complètement différents pour travailler dans le futur. Et quels sont les principaux besoins à ce niveau-là? En fait, je disais tout à l'heure, c'est pas utile, mais c'est quoi? C'est maîtriser l'énergie de son domicile, c'est la sécurité. D'abord, c'est déjà important. Oui. Deux, tu viens d'en nommer deux. Maîtriser l'énergie de son domicile à distance, c'est la sécurité à distance, de pouvoir savoir comment sa maison se comporte quand on n'est pas là, éventuellement d'avertir les voisins quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est l'interopérabilité. C'est la possibilité d'assister les personnes âgées
isolée chez elle en cas de problème, de maladie, de tombée, problème de chute, de détecter tout de suite par une émission envoyée grâce à cette interopérabilité, de prévenir les médecins ou une ambulance. Ça va être la coéducation dont je voudrais te parler aussi. Donc je pense que ces notions d'interopérabilité vont révolutionner ce qu'on appelait jadis la domotique et qui va commencer à arriver dans les bureaux et dans les maisons. Alors dans les bureaux, c'est le travail différent que nous allons avoir de plus en plus avec l'intelligence artificielle et l'interactivité avec des objets parlants. Est-ce que tu connais Alexa et Google Home? Je connais un peu Google Home, mais pas le premier. Alexa. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Alexa dépend de Echo de Amazon. Vous pouvez l'acheter. Il n'est pas encore à Paris parce qu'il n'est pas encore totalement en français, mais Google Home, qui est la même chose, existe. Qu'est-ce que c'est Alexa ou Google Home? C'est des petites tours de cette hauteur-là, noires, à qui on s'adresse en donnant leur nom. On dit Alexa, elle s'allume. Et elle est connectée à tout dans la maison, d'ailleurs pour un certain nombre de problèmes. Elle est connectée par la Wi-Fi à mon ordinateur, à d'autres objets de la maison. Maintenant, il y a des télévisions. Une des plus grandes marques de télévision mondiale vend la télévision avec Alexa dedans. De telle sorte que tu peux choisir tes programmes, les programmer à distance en parlant, pas en appuyant sur des trucs. Alors Alexa, par exemple, je peux lui dire maintenant, Alexa, cherche-moi tous les articles que j'ai écrits sur les nanotechnologies et la médecine avec les diapos au cours des 5 dernières années. Et merci de me les imprimer par ordre chronologique. Ça, c'est aujourd'hui. Alexa fait ça. Tu l'as, Alexa, à la maison? Non, j'ai Google Home et Siri. J'ai Google Home et Siri, et dès qu'Alexa va être en français, je vais l'avoir. Mais j'ai fait des tests sur Alexa là-dessus. Donc, dans les entreprises, l'interopérabilité va permettre de travailler directement en s'adressant à des assistants intellectuels proactifs. Alors, on en a déjà. Ça s'appelle les secrétaires géniales. Tu connais Danielle Gilles, mon assistante. C'est une assistante intellectuelle proactive absolument géniale. Mais elle ne s'inquiète pas trop. En plus, elle ne s'inquiète pas du tout parce qu'elle fera des choses différemment. Avec Alexa qui fera tout un tas de trucs routiniers. Par exemple, de lui demander ça. Si je dis, Daniel, est-ce que vous pouvez me trouver tous les articles que j'ai écrits sur les nanotechnologies et la médecine au cours des 5 dernières années? Elle va me dire oui. Oui, je le fais. Quand dans un mois et demi, 2 mois, vous les voulez par ordre chronologique imprimé en taille 14 ou en taille 12. Bon, elle va le faire. Mais Alexa va me le faire en 3 minutes. Donc, elle fera des choses différentes, moins machinales. Donc, réponse à ta question, l'interopérabilité plutôt que la domotique va jouer un rôle considérable dans les entreprises pour changer notre travail avec des assistants intellectuels proactifs. Déjà, ils vont me dire, Joël, je vois que tu as envoyé un mail à Anne-Sophie Novelle à l'époque où vous aviez créé ce groupe Flow. Il se rappelle de tout, fluidité, liberté, ouverture, wiki, tu en faisais partie, et tu en fais toujours partie d'ailleurs. Je pense que tu devrais organiser, il y a longtemps que tu n'as pas organisé un déjeuner de réflexion sur le prochain forum Changer d'air à la Cité des Sciences. Bonne idée, je lui dis, trouve-moi une date. Comme ça. Le dialogue va être de plus en plus comme ça avec les assistants intellectuels proactifs. On est dans le deep learning, on n'est pas seulement dans l'intelligence artificielle, mais dans l'intelligence auxiliaire. Et, j'en reviens, l'interopérabilité qui va remplacer la domotique va nous permettre de travailler différemment dans les bureaux et travailler différemment chez nous. Alors, je pense que la question du travail, il faudra qu'on l'aborde, mais avant, je voulais qu'on parle d'éducation et de santé aussi, d'essayer de voir justement dans cette perspective de vie urbaine, connectée, qui arrive donc dès maintenant. Qu'est-ce qu'on doit anticiper? Alors, au niveau de la santé, on peut commencer par ça, et après parler d'éducation. Je commence d'abord par l'éducation, si tu permets, parce qu'on est dans un lieu qui me permet de faire le lien. Moi, je pense qu'on va aller de plus en plus dans la ville intelligente vers la coéducation participative et interactive. La coéducation. Nous sommes dans un système d'éducation pyramidal. Il est décidé par quelques-uns avec un programme, avec des horaires, avec des cycles de programmes, des examens, etc. Et je vais tout de suite te sauter dans un autre exemple pour bien lier ce que je veux dire. Il y a une nouvelle télévision qui vient de sortir, qui est absolument passionnante, qui s'appelle Molotov. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez sur Google après cette réunion-là et vous googlez Molotov TV et vous regardez ce que c'est. Pour vous donner une idée, c'est financé par Laurent Alexandre et Xavier Niel. Ils sont en général des gens qui ne font pas n'importe quoi. Et Molotov, c'est une télé qui n'est pas une télé. La télé, c'est Télé 7 jours, à telle heure, tel programme. Et tu te connectes pour voir le programme à telle heure. Molotov, c'est quand tu veux n'importe quoi, de revoir, de replay, en plus de mettre Facebook sur ta télé et de voir tes amis et discuter avec eux la télé que tu regardes. Eh bien, je pense que l'éducation, ça va être comme ça, dans la ville intelligente du futur. On va aller vers des espaces de coéducation. Ici, à la Maïf, il y a des espaces de coworking.
Et de plus en plus d'entreprises, le Crédit Agricole le fait rue de la Boétie, il y a des espaces de coworking. Et je pense que de plus en plus, on va vers des espaces de coéducation qui vont ubériser l'éducation traditionnelle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'éducation est linéaire, programmée, taylorienne, discipline par discipline. Or, il y a des gens qui savent, qui peuvent enseigner à des gens qui savent moins. Et ceci à tout moment. À tout moment. La question, c'est le diplôme. Ça, on en discutera. Mais déjà, les MOOC, qui sont des Massive Online Open Course, permettent à des gens de suivre des cours et d'avoir l'équivalent d'un diplôme. Pas un diplôme, mais une reconnaissance qu'ils ont suivi tel cours. Eh bien, je pense que ce que j'appelle la coéducation participative, interactive, dans la ville du futur, va être une véritable révolution qui va être en complémentarité de l'éducation traditionnelle, pyramidale, qui diffuse des diplômes, mais grâce au numérique, elle va se réaliser d'une manière beaucoup plus pratique. Donc pour toi, c'est quelque chose qui est complémentaire, on est d'accord? C'est complémentaire, mais ça va prendre une importance considérable. De même chose que les taxis Uber sont complémentaires des autres moyens de transport, mais ils ont pris une place considérable. Eh bien, je pense que l'ubérisation de l'éducation nationale par la coéducation participative, individuelle et interactive, grâce au numérique, va être un bouleversement énorme dans les années à venir. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de peur, d'inquiétude qu'on peut avoir, sachant que ça demande, de la part de chacun, une forme d'adaptabilité? C'est-à-dire qu'il faut être en mesure de se rendre compte qu'on a pris du retard, qu'il faut donc du coup s'adapter, se former, s'auto-former, savoir où trouver l'information. Mais ça va poser des questions assez fondamentales. Ça pose des questions gouvernementales, politiques et de l'éducation traditionnelle, évidemment. Mais on va y arriver, on ne pourra pas y échapper. L'ubérisation des gros systèmes peu transparents, trop compliqués, trop coûteux, trop lourds, trop lents, elle est en train de se faire. Et l'éducation et la santé en font partie. L'ubérisation de l'éducation et l'ubérisation de la santé sont en cours. Ils ne vont pas faire disparaître l'éducation nationale, ils vont faire disparaître les systèmes de santé et la sécurité sociale, mais progressivement, ils prennent des places de plus en plus importantes. On le voit et on y participe tous. Il va y avoir une sorte de Airbnb du coworking. Déjà, je ne sais pas si tu connais WeWork. Voilà, beaucoup de gens le connaissent dans la salle, WeWork. Je suis sûr que Dominique le connaît aussi. WeWork, c'est un endroit qui permet de trouver un bureau pour travailler n'importe où dans le monde aujourd'hui. Et non seulement on trouve des bureaux, c'est un Airbnb des bureaux, mais en plus on a des conseils pour vous assister, vous aider. Il y a des conseils de gestion dans WeWork. Eh bien, on va avoir la même chose pour l'éducation. Il y a déjà des startups qui se lancent là-dessus. Trouver l'endroit pour enseigner, comme un Airbnb de l'école, des écoles en Airbnb ou en WeWork, et des espaces de coéducation avec le numérique déjà disposé. Et simplement, ce qu'il faut gérer, c'est la gestion des gens et des flux de gens aux heures qu'ils ont prévues pour se coéduquer. On y va. Et sur la santé, alors, du coup ? La même chose. La même chose, c'est déjà l'ubérisation de la santé est en cours dans beaucoup de services. Tu as Health.com aux États-Unis où tu appelles un numéro, tu as un problème et ils t'envoient une équipe médicale chez toi. Ils t'envoient une équipe médicale de vrais médecins avec des analystes et les outils de e-santé analytique sur place pour faire des diagnostics. Ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire à cause des laboratoires d'analyse en France. Tu peux pas. Le médecin qui vient chez toi, il n'a pas le droit de venir avec des appareils de santé et de faire un prélèvement immédiat. Il faut que tu ailles dans un labo d'analyse, faire une prise de sang, 10 cc, et puis passer au Technicon. Et une semaine après, on te donne les résultats. Là, ils viennent tout de suite. Et ils te font les analyses sur place. Donc déjà, c'est en cours. Donc pour la santé, il va se passer deux choses. À mon avis, la première, c'est que la e-santé et l'épigénétique, j'explique ce que c'est, la e-santé et l'épigénétique vont transformer les gens, les responsabiliser en possibilité de prévenir la maladie et de ralentir le vieillissement. C'est déjà le cas. Alors j'explique. L'épigénétique, c'est une discipline très récente, qui a moins de 15 ans, qui montre comment notre comportement physique, c'est-à-dire la nutrition, l'exercice, le management du stress, le plaisir de faire ce qu'on fait, influence l'expression de nos gènes. Certains gènes vont s'allumer, d'autres vont s'éteindre, d'autres vont se ralentir. Allez voir sur YouTube le petit 3 minutes et demie que j'ai fait sur l'épigénétique, ça a été vu 4 300 000 fois, donc ça intéresse quand même les gens. Donc l'épigénétique, premièrement, nous montre qu'on peut faire quelque chose pour nous. Deuxièmement, la e-santé nous permet de mesurer qu'on est sur la bonne voie. Avec la e-santé, qui est un bracelet montre par exemple, ou un bouton de colle, ou une semelle de chaussure, mesure des paramètres de ton corps, elle crée ce qu'on appelle un TBSP, un tableau de bord santé personnalisé. Et ce tableau de bord santé personnalisé, tu peux l'envoyer à ton médecin avec ton smartphone, qui devient de plus en plus un conseiller de santé, pas seulement un prescripteur d'ordonnance. Et donc, grâce à ça,
la santé est en train d'évoluer considérablement. L'épigénétique montre que la prévention mesurable est possible et la e-santé permet de mesurer qu'on est sur la bonne voie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les grands organismes de santé, et en particulier Big Pharma, réalisent que leur business futur, ce n'est pas dans les marges faites sur des produits pharmaceutiques vendus en pharmacie et remboursés par la Sécu, ce qui est le cas aujourd'hui, mais que leur bénéfice va se faire sur un abonnement. Il faut bien comprendre ça. Qu'est-ce que gagne Microsoft ou Free avec leur box? C'est un abonnement, tu es abonné. Et de plus en plus d'entreprises du numérique s'engagent vers la notion d'abonnement. Parce que tu connais le client, tu fais du big data sur le client et tu lui vends des trucs qui payent en permanence. Vaut mieux des millions de gens qui payent un petit peu, mais c'est des millions de gens, que des gens qui payent cher quelque chose et qui ne sont pas nombreux. Donc l'industrie pharmaceutique réalise que son vrai business du futur, c'est dans la rente, pas dans la marge, dans la rente. Et si elle a un business fondé sur la rente, il faut qu'elle écoute les gens, qu'elle soit au courant, fasse du big data avec eux, pour pouvoir l'aider. Et les réseaux sociaux sont absolument idéaux pour ça. Alors, les deux problèmes qui peuvent naître de ça, c'est que si tout le monde, grâce aux réseaux sociaux, se coéduque sur le plan de la santé en disant « Ah, si vous avez tel problème de gastro, tel problème d'allergie, peut-être faites ça, prenez ces produits naturels, prenez du curcuma, du jus de grenade, du thé vert. » C'est pas mal comme idée, mais est-ce que ça marche? Et on peut mesurer avec la e-santé si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais il y a aussi le risque de la cybermédecine, c'est-à-dire que des gens vont sur Internet et se disent n'importe quoi, et s'écoutent, se font confiance. Et le risque aussi, c'est que les gens achètent des médicaments falsifiés, des faux médicaments qui viennent du Pakistan ou de Chine, comme ça existe déjà aujourd'hui. Donc, c'est à la fois un avantage de pouvoir partager des informations sur la santé, mais à la fois le risque d'en faire trop et de trop croire les recommandations des autres et d'acheter des médicaments falsifiés. Alors, à t'écouter, il y a deux choses qui me viennent. Il y a, la préoccupation autour de tous les enjeux d'écologie, d'environnement, parce que j'ai l'impression qu'à se murer dans un monde comme ça, d'écran, numérique, toujours connecté, finalement, on oublie son lien là où on a les pieds, c'est-à-dire sur la terre, la nature, et ça, c'est peut-être un vrai débat à avoir. Et le deuxième, c'est la sensation qu'on est aussi dans un univers de plus en plus sécurisé, qu'on va essayer d'anticiper tous les risques pour en fait reculer, je sais pas, la mort, si on doit réfléchir jusqu'au bout. Et est-ce que ça, du coup, ça pose pas question par rapport à notre rapport, je sais pas moi, à l'humanité, à la civilisation, si on se place d'un point de vue beaucoup plus philosophique? J'ai ces deux questions qui, là, Voilà. L'environnement est une espèce de monde sécurisé qui nous permet, comme disent les transhumanistes, de vivre pratiquement indéfiniment. Mais c'est des bonnes questions. Alors, l'environnement, si tu as vu le film Demain de Mélanie Laurent, tu as compris qu'il n'y a pas que quelques-uns et que quelques écolos qui commencent à se préoccuper de l'agriculture non consommatrice de pesticides. Donc, que l'environnement, il est à notre portée. Et dans la société collaborative, Anne-Sophie, que tu as tellement bien décrit parmi les toutes premières en France dans tes premiers bouquins, on voit que l'agriculture participative, l'échange commercial entre les gens par du troc en quelque sorte, crée des conditions où non seulement on protège l'environnement, mais on va vers une économie de l'échange et de l'usage et pas simplement une économie de la propriété. Donc ça bouge beaucoup. Tu es un des principaux témoins de ça. Donc ce que je dis ne fait qu'en rajouter à ce que tu dis. Donc je suis moins inquiet pour l'environnement. Je suis un peu plus inquiet pour ce sentiment. Alors, le sentiment de sécurité, il est ambigu dans ce que tu emploies, parce qu'on a le sentiment que la sécurité, c'est la sécurité des données. Mais en fait, tu voulais parler de la sécurité, de notre capacité à nous assurer notre propre sécurité. Voilà, c'est-à-dire la voiture, si on ne laisse plus de place à l'accident humain et qu'on fait confiance à sa façon justement de ne pas avoir d'accident, de ralentir au bon moment, enfin voilà, on n'est plus maître à bord. C'est pareil pour sa maison, où du coup on anticipe les risques, dès qu'il y a un risque d'infraction, on est prévenu. Et par rapport à la santé, c'est la même chose, c'est-à-dire je suis assistée en permanence et du coup ça me plonge dans un monde où finalement on est très individualiste. Et en même temps, voilà, cette part de risque et de rapport à la vie est quand même assez chamboulée, non? Mais regarde les imprévus de l'économie et regarde les imprévus du terrorisme international. Alors, on est en sécurité, entre guillemets, et on fait tout pour créer des sociétés sécuritaires. D'ailleurs, on se barde d'assurance, de principes de précaution, et on voit que surgissent de partout, de n'importe où, tout d'un coup, un imprévu qui change, il chamboule absolument tout.
Le monde est fait d'imprévus, le monde est fait de... On surfe une vague du changement, mais cette vague du changement, comme le surfeur, il peut se passer des tas de trucs en permanence dans la dynamique du changement. Donc je crois qu'il faut être absolument conscient du fait que les systèmes de sécurité qu'on a créés autour de nous ne sont pas valables tout le temps. Et surtout, ils sont même parfois dangereux. Ils nous enferment. Je parle du principe de précaution. J'ai écrit pas mal de papiers sur ce que j'appelais le principe d'attrition ou le principe d'audace. Tu les retrouveras sur Internet sous ces deux noms-là. Principe d'attrition par rapport au principe de précaution et le principe d'audace. Je l'explique. Le principe d'attrition, c'est le fait que, comme les militaires, on dit on va conquérir la colline qui est là. Le commandant va dire je vais perdre peut-être 30 hommes, mais en gagnant cette colline, je vais avoir la capacité de contrôler l'ensemble de la région et de détruire les nids de mitrailleuses de l'ennemi, etc. Donc ça, c'est un principe d'attrition. On connaît le risque, mais on y va quand même. Et d'ailleurs, le principe d'attrition par rapport au principe de précaution, c'est collectivement entre humains, on peut décider que ça peut présenter des risques, mais on y va, on prend l'avion. On sait qu'il peut tomber, mais on prend l'avion quand même. Les surfeurs dans les grosses vagues, c'est le principe d'attrition, c'est dangereux d'aller dans les grosses vagues, mais ça donne d'autres choses, du plaisir, on peut gagner des concours. Et le principe d'audace, si tu veux, c'est ce qu'on a dans le mot venture capital, qui est le mot capital risque, mal traduit en français par capital risque, c'est le capital aventureux. C'est le fait qu'on peut mettre de l'argent dans des startups, dans des trucs qui sont un peu difficiles à définir, mais qui en tout cas peuvent rapporter beaucoup. Donc cette notion de capital aventureux, c'est la notion du principe d'audace. Le principe d'audace, il n'est pas opposé, mais il est complémentarisé avec le principe de précaution. Et donc, on a voulu créer trop de principes de précaution autour de nous. On est assuré jusqu'aux oreilles partout. Je suis assuré pour une rayure sur ma voiture, je suis assuré pour le vol chez moi, l'inondation chez mes voisins. D'accord, c'est très bien. Mais il ne faut pas non plus, et c'est le sens de ta question, que cet excès d'assurance et de principes de précaution inhibe notre capacité à prendre des risques. Parce que sans risque, on n'avance pas. Sans risque, il n'y a pas d'avancée. Je dis souvent que le manager d'une entreprise, ou nous-mêmes, nous devons être en déséquilibre contrôlé. On doit évoluer dans le déséquilibre contrôlé. J'explique pourquoi. Le surfeur, dont je suis, il est en déséquilibre contrôlé sur sa vague. Il est sur une planche qui bouge, sur une vague qui bouge, et dans des conditions qui changent en permanence. Il peut y avoir un rocher qui surgit, un autre surfeur dont tu as piqué la priorité qui arrive à ta gauche ou à ta droite, et puis la marée est trop basse, tu t'en es pas aperçu. Donc on est en déséquilibre contrôlé. Mais comment on fait pour survivre au déséquilibre contrôlé? C'est grâce à l'information multidimensionnelle. C'est parce que je suis à l'écoute du vent, ma tête ne bouge pas, mon corps perçoit des quantités d'informations que je peux rester en déséquilibre contrôlé sur ma plongée. Mais c'est ce que je dis pour notre vie et pour la vie d'un manager dans une entreprise. Il doit être en déséquilibre contrôlé, en risque permanent pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin. Et nous-mêmes, nous pouvons, en fonction d'objectifs qu'on s'est créés dans notre vie, surfer la vie dans la dynamique du changement. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre que tu citais tout à l'heure, Surfer la vie, il y a quelques années, pour montrer comment, dans le déséquilibre contrôlé, on peut arriver à donner du sens à sa vie tout en créant des opportunités nouvelles. J'espère qu'il y aura pas de planche de surf connectée. Ça changera un peu la chose. On a déjà des drones oui. qui te permettent de te filmer pendant que tu surfes. Oui, mais bon. Et quand tu tombes dans l'eau, ils t'attendent que tu sortes. Je ne ferai à mon papa à Noël, il ne marche pas. Donc. Je me disais juste que c'était compliqué quand même de maîtriser tout ça. Si on revient à cette notion de ville aujourd'hui, quelles sont les villes qui, selon toi, ont pris ce virage aujourd'hui dans le monde, qui sont les plus avancées, pour donner quelques exemples de choses qui existent déjà? Alors on a parlé un peu des États-Unis, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde? Je vais te donner des exemples, mais puisque j'ai parlé de drone, je te donne un exemple de drone dans la ville intelligente du futur qui existe déjà, inventé par un jeune Hollandais de 26 ans. C'est un drone porteur d'un défibrillateur cardiaque. Et une personne tombe avec une crise cardiaque dans la rue, tu appelles un numéro spécial, ça existe déjà, et la personne en salle d'urgence envoie le drone qui porte le défibrillateur cardiaque beaucoup plus vite qu'une ambulance, et en plus ce drone voit. C'est-à-dire quand il arrive près de la personne qui est à côté de celle qui a eu cette crise cardiaque, la personne dans la salle d'urgence voit tout ce qui se passe à 360 degrés et parle. Ouvrez la chemise, appliquez les électrodes, reculez-vous, boum. Donc si tu veux, c'est déjà un élément de la ville intelligente. Ce drone est impensable sans le numérique et sans la direction du drone pour les gens. Donc ça, ce sont déjà des choses qui existent. Alors, tu me disais que j'étais bloqué ta question en te parlant de mon drone. Des exemples
des exemples de villes intelligentes Alors, il y a plusieurs exemples, surtout sur le développement durable. J'ai été, au moment de la COP 21, invité à l'Hôtel de Ville de Paris par Anne Hidalgo et Bloomberg, qui ont reçu 1700 maires des plus grandes villes du monde. Et ce qui m'a frappé en écoutant ces maires des plus grandes villes du monde, c'est que pas mal d'entre eux, presque une majorité d'entre eux, disaient la chose suivante que je répète: en 2030 ou 2040, nous serons 100% autonomes en énergie. 100% autonomes en énergie. San Francisco, Sydney, Copenhague. Alors j'ai été voir Copenhague pour vraiment en avoir le cœur net et retrouver les gens que j'avais vus à Paris. Comment vous allez faire? Grâce au numérique et à l'énergie renouvelable, pas aux énergies renouvelables. Grâce à l'énergie renouvelable, c'est-à-dire à la combinaison des énergies alternatives couplées en permanence avec des ressources permanentes que sont la biomasse, l'hydroélectricité ou la géothermie si on en a. Le couplage de cela ne peut être réalisé en distribution continue d'électricité que grâce au numérique, grâce à la smart grid, la grille intelligente que j'appelle Enernet, qui s'adapte à l'offre et la demande. Donc si tu veux, ça c'est une réalité pour ces villes-là, coupler le numérique et l'énergétique. Alors sur le plan de l'interopérabilité dont je parlais, déjà beaucoup le font. Je parlais de Brooklyn tout à l'heure, qui permet grâce à la blockchain de vendre de l'électricité à ses voisins et d'être payé en retour de manière absolument sécurisée. Donc déjà ils le font. Des quartiers de Californie. Alors en France, Bordeaux et Grenoble, pour ne pas les nommer, tu le sais, se sont lancés dans des quartiers intelligents qui permettent de faire des expériences d'interrelation des citoyens avec la ville. Déjà de participer à la gestion de la ville ou des économies d'énergie. Donc Grenoble et Bordeaux sont déjà bien avancés dans ces secteurs-là. Plus Grenoble que Bordeaux, je pense. Mais oui, voilà, mais ça avance quand même. Il y a des questions qui se posent au niveau des usagers. Mais en Californie, tu as des villes comme ça, en Australie aussi, tu as des villes du Nord, en Lettonie, en Lituanie, tu as Riga, tu as des villes en Hollande et au Danemark qui commencent à se numériser complètement et qui sont des exemples à la fois durables et en même temps interactifs pour les citoyens. Alors, le temps passe, ça fait déjà 1 heure qu'on discute, donc je ne sais pas comment vous vous sentez avec tout ce qui vient d'être dit. On a utilisé plein de termes assez nouveaux, on a été un peu loin. C'est le moment des questions. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous levez la main. On va vous apporter un micro et je vais vous demander de vous lever et de vous présenter. Voilà, si possible, comme c'est filmé. Voilà, est-ce qu'il y a un micro quelque part? Attendez 2 secondes. Et je vais me tourner pour vous voir. Bonjour. Oui, bonjour, Abel Guggenheim. Vous nous avez parlé du verre à moitié plein, ce qui est un peu normal. Vous avez un peu abordé le verre à moitié vide, dans vos questions aussi un petit peu. Bon, je ne serais pas étonné qu'un certain nombre des questions qui vont être posées abordent plutôt le verre à moitié vide. Ce n'est pas une façon de nier le fait qu'il soit à moitié plein, mais c'est une façon d'essayer d'évaluer laquelle des moitiés est éventuellement plus grande ou plus petite. Alors, donc moi, je me lance dans ce truc-là parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'inquiète un peu dans le domaine de la mobilité que vous avez largement abordé. C'est que depuis quelque temps, on voyait poindre une espèce de critique de l'automobile dans sa prééminence, dans le fait qu'elle avait modelé les villes, qu'elle prenait une place trop importante, en particulier sous l'aspect de la pollution et pas uniquement. Et donc, on voyait que les mobilités actives, douces, dont on a d'abord appelé douces, puis actives, prenaient de la place. Et alors, depuis 1 an ou 2, on voit autre chose. C'est-à-dire que on dirait que, si j'étais méchant, je dirais que l'industrie automobile a vu le danger. Et donc, maintenant, on entend parler de voitures connectées, de voitures autonomes. Alors, on parle beaucoup des voitures électriques et tout ça. Et on a l'impression qu'on garde la même direction, mais qu'on change des détails, mais que l'automobile a repris du poil de la bête, et que, en particulier par exemple sur les voitures autonomes, on dit maintenant les cyclistes, les piétons, c'est embêtant parce qu'ils ne sont pas prévisibles. Donc on entend des fois dire qu'il faudrait éliminer les cyclistes et les piétons. Bon, et moi je rapproche ça du fait sur l'automobile, par exemple, ça fait un certain nombre de gens qui disent que l'automobile, le fait qu'on ait des objets dans lesquels il y a 4 places, c'est simplement parce qu'on a reproduit les voitures à chevaux sans changer leur mode d'emploi, alors qu'il y avait des paramètres différents. Et là, on a l'impression qu'on va vers et la ville vers laquelle on va, c'est celle dans laquelle je suis chez moi, je descends au parking par l'ascenseur,
Je monte dans ma voiture connectée, autonome, électrique, merveilleuse, qui me conduit pendant... Je commence à travailler, j'arrive à mon bureau. Non, je n'arrive pas à mon bureau. J'arrive pas très loin du bureau et je monte sur ma petite roue et je vais aller m'asseoir à mon bureau. Je n'aurais pas fait de la journée un seul effort. Je ne suis pas sûr que ce soit la société qui, moi, me plaît. Oui, d'accord. Moi, je comprends bien votre question sur le retour exagéré de l'automobile par rapport à tout ce qu'on pourrait faire d'autre. Je trouve qu'on met encore trop en avant qu'elle soit électrique, hybride ou à hydrogène, la voiture sur 4 roues avec des places, qu'elle soit autonome ou pas. Vous avez raison. Mais à côté de ça, il y a d'autres expériences qui sont tentées, qui sont intéressantes. Vous avez vu par exemple que Dubaï va lancer des taxis autonomes drones. C'est des drones taxis. C'est avec Uber, ça, non? Hein? Uber et la NASA qui se sont mis d'accord. Uber est en train de travailler dessus, mais Dubaï va le faire. Donc déjà, l'automobile est en l'air. Ce n'est pas la voiture volante dont on parle en science-fiction depuis des années, mais c'est déjà une autre expérience. Un autre exemple qui est intéressant sur la voiture électrique, c'est la voiture qui devient une batterie sociétale mobile. Une batterie sociétale mobile, BSM en abrégé, ça veut dire que la voiture qui reste 95% de son temps en stationnement peut être un réservoir d'électricité qui revend de l'électricité à l'Enernet, à la grille intelligente dont je parlais tout à l'heure. Une voiture stocke entre 4 kW et 40 kW d'électricité. Et donc, si on la reconnecte à la grid, les gens peuvent revendre de l'électricité. Donc, la voiture n'est pas seulement un moyen de transport, là, elle est une batterie sociétale mobile. Donc, tout ça pour vous dire qu'on peut aussi donner des exemples, bien que je sois d'accord avec vous, il y a un retour exagéré de la voiture par rapport aux piétons et aux automobilistes. Il faut s'en méfier. Allez-y. Bonjour, Christophe Bomblet. Merci beaucoup pour votre intervention. Tout ça est très intéressant, mais à chaque fois qu'on parle de ça, on oublie que derrière toutes ces technologies, il y a de la matière, il y a des métaux, il y a de l'énergie, et on met jamais des calculs, on fait jamais de calculs pour savoir quel va être le coût énergétique, le coût métallique, le coût carbone, le coût de tout ça, et si c'est peut-être valable pour des pour des grandes villes comme Paris, New York, etc., est-ce que c'est valable pour 7, 8, 10, 11 milliards d'individus? Et alors, ces calculs-là, moi, je ne les vois jamais nulle part. Ah ben, vous ne lisez pas assez. C'est possible. Vous avez employé 2 fois le mot « jamais », ce qu'il ne faut pas trop employer dans la période d'aujourd'hui. Dans les médias mainstream, Quels médias les médias principaux, les bons, les très bons, tout ce que vous voulez. Alors, les grands médias, pourtant, je lis pas mal de choses, mais sur des questions qui m'intéressent. Il faut croiser les informations sur Internet en allant les chercher. Moi, il y en a plein. Je demanderai à Google Home. Tous les calculs dont vous parlez ont été faits en montrant, par exemple, que la e-santé, les échanges sur la santé vont coûter énormément d'énergie en échangeant par le numérique. Donc, il y a des calculs qui sont faits en ce moment. Je pourrais, si vous me donnez votre email, vous envoyez les principaux d'entre eux, montrant le coût énergétique de l'information pour réguler la société, à la fois pour l'environnement, l'éducation et la santé. Le coût énergétique est énorme. Et d'ailleurs, tous les grands le savent très bien. Apple et Google sont en train d'installer des centrales qui sont sur des barges flottantes pour refroidir les serveurs, compte tenu de l'électricité qu'ils dépensent et de l'énergie qu'ils dépensent. Donc, je suis d'accord, ils existent, ces études, et je me ferai un plaisir de vous les envoyer. Comment ? Alors, il y a le coût des produits rares, le lithium, le cobalt. Quand je dis le coût métallique, c'est est-ce qu'on a fait les calculs pour savoir s'il y a suffisamment de métaux pour... je sais pas moi, puisqu'on parle de durabilité, ça veut dire plusieurs dizaines, voire centaines d'années, assurer un haut niveau à 10 milliards d'individus qui vivraient avec le même niveau de vie que le français. Non, on n'est pas sûr qu'on aura assez. On n'est pas sûr qu'il y aura assez de métaux rares, notamment le lithium, le cobalt et autres qu'on a dans tous nos appareils électroniques. On n'est pas du tout sûr qu'on en aura assez. Donc les gens recherchent des métaux alternatifs pour pouvoir continuer l'électronique et le numérique d'aujourd'hui pour 10 milliards d'habitants, comme vous le dites. Donc tout ceci est en cours, les études sont en cours, les calculs ont été faits, les études ont été publiées et la recherche se poursuit. Donc avec votre email, je me ferai un plaisir de vous en envoyer quelques-unes, pas tous parce qu'il y en a trop, mais ça vous donnera déjà des pistes à explorer. Mais la question posée, c'était quand même celle de
peut-être la cohérence écologique de ce type de développement, quoi. C'est pour ça que je posais la question au départ de qui décide et comment est-ce qu'on va décider finalement. La cohérence écologique pour les métaux rares comme le lithium, pour toutes les batteries que M. Elon Musk est en train de construire dans son Gigafactory, et ça va poser un problème. D'ailleurs, Elon Musk a tenu un pari incroyable. Il a réussi à doter l'Australie d'une batterie de 400 mégawatts. Il a fait le pari qu'il le tiendrait. Il a gagné 50 millions de paris. Il a gagné son pari. 400 mégawatts de batterie. Donc, c'est du lithium-ion. Alors, les nouvelles batteries, c'est aluminium-air. Donc, déjà, l'aluminium, ce n'est pas le lithium. Il y en a pas mal et la possibilité de l'utiliser. Mais le futur des batteries, alors je vous le dis comme ça, réfléchissez, googlez ça, c'est le moment de faire de la recherche dessus, c'est ce qu'on appelle les supercondensateurs. Alors la batterie, c'est chimique. Vous avez une électrode, et une anode et une cathode. Et vous avez des produits chimiques qui s'échangent entre les deux, ça crée des ions. Et ces ions se transforment en électricité pour faire marcher votre téléphone ou une voiture. La différence avec les supracondensateurs, c'est qu'un condensateur, c'est deux plaques métalliques, l'une au-dessus de l'autre, et l'électricité est conservée d'une manière statique, électrostatique, par des plus et des moins qui s'accumulent entre ces deux plaques. Le problème du condensateur, c'est que pour avoir suffisamment d'électricité pour charger votre téléphone, par exemple, il faudrait un condensateur de 2 mètres carrés de surface. Et pour une voiture, il faudrait un condensateur de à peu près 10 mètres carrés. Donc c'est impensable. Mais sauf qu'avec les nanotechnologies, on peut, sur les plaques des supracondensateurs, rajouter des nanotubes de carbone qui conservent suffisamment d'électricité, un peu comme votre serviette éponge ou votre peignoir de bain, avec chaque petite tore de laine ou de coton, capte une microgoutte d'eau et vous êtes sec en un instant. Le supraconducteur, c'est avec des nanotubes de carbone de stocker suffisamment d'électricité dans chacun des nanotubes de carbone et d'en avoir finalement, sont tellement petits qu'il y en a tellement qu'un supraconducteur, un supercondensateur de la taille d'un timbre-poste vous permet de stocker, ça, il commence déjà à sortir, vous permet de stocker toute l'énergie de votre téléphone portable pour 2 mois. Donc les batteries, on est en train déjà de commencer à s'en débarrasser progressivement. Aluminium-air va déjà régler en partie le problème de lithium-ion. Et ensuite, les supercondensateurs vont prendre le relais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais 2 ici. Allez-y. Oui, bonsoir, Elisabeth Pellegrin-Janel. Oui, moi j'ai une question plus générale. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à force de converser le plus aimablement du monde avec tous ces robots, pour toute une partie des gens, pas ceux qui justement réfléchissent à cette intelligence artificielle et la font vivre et captent les données, mais ceux qui utilisent, est-ce qu'on ne risque pas en 2 ou 3 générations de perdre finalement des tas de savoir-faire, tout ce qui est de l'ordre de la ruse et de la transgression, tout ce qui est finalement de l'ordre de la créativité, et on va accélérer peut-être une société à 2 vitesses, les travailleurs du savoir et puis les autres. Regardez même l'exemple du pilotage, le pilotage automatique. Bon, bien sûr, cette année, il y a eu le moins d'accidents dans le transport aérien. Il n'empêche que les pilotes ne savent plus piloter. Ils savent piloter aux fesses, comme vous disiez. Piloter aux fesses. Ils savent s'adapter à la machine, répondre à la machine, mais reprendre un contrôle pour ne pas décrocher, savoir s'il faut tirer le manche ou le pousser, ils ne savent plus. Donc ça, c'est des exemples de perte de savoir-faire. Absolument, et du bon sens aussi et de l'intuition. Vous pouvez rajouter à ce que vous m'avez dit les risques de perte de bon sens. Tout le temps se fier à des machines pour pouvoir trouver la décision optimale. Il y a des risques, évidemment. Il y a beaucoup de risques dans tous ces domaines-là. Mais je pense qu'on disait la même chose, si on se réfère à l'histoire, au moment de l'apparition de l'imprimerie et au moment de l'apparition de l'ordinateur. Vous pouvez retrouver exactement la même chose. Au moment de l'apparition de l'imprimerie, ce qu'on appelait les clercs, c'est-à-dire les philosophes, les savants, disaient c'est la pire des choses parce que la mémoire des hommes va se transférer dans du papier. Ils vont perdre la mémoire et la capacité d'interagir entre eux. Ils vont s'enfermer entre 2 couvertures de bouquins et ils vont perdre la relation humaine et ils vont perdre la mémoire. Vous retrouvez ça, c'est écrit en 1492 au moment de la sortie par Gutenberg de tous les trucs d'imprimerie. On le disait déjà. Et vous avez vu que l'imprimerie, non seulement a créé la possibilité d'ouvrir l'esprit des gens, mais de donner l'envie aussi d'écrire. On a dit la même chose pour l'ordinateur. Rappelez-vous de l'ordinateur personnel, quand il a pris la place
des ordinateurs dans des grandes armoires, dans des salles climatisées avec des servants en blouse blanche qui les faisaient marcher, on a dit c'est pas bon du tout parce que l'ordinateur va enlever de notre fonctionnalité toute une série de choses que nous savons faire, on va les désapprendre, on ne saura plus les faire. Mais on peut considérer aussi que même si certains deviennent addicts à l'ordinateur ou à la tablette ou au smartphone, que ça a créé des potentialités dans notre cerveau qui ont débloqué d'autres possibilités, d'autres envies de faire, d'autres choses qu'on ne faisait pas. Et moi, je prétends dans mon dernier livre, que vous verrez, là, je cherche à comprendre les codes cachés de la nature, que l'intelligence artificielle, que j'appelle l'intelligence auxiliaire, va nous aider à débloquer dans notre cerveau toute une série de fonctionnalités qui aujourd'hui sont inhibées par la routine, le machinal, la concurrence, la compétition et l'égoïsme. Donc on est dans des phases évolutives qui sont de la même nature. L'imprimerie, l'ordinateur, l'intelligence artificielle. Alors effectivement, il y a au premier abord un risque de perte de ce qu'on savait faire et qu'on échangeait entre nous, du savoir-faire, du bon sens, d'intuition, et en même temps, en récupérant une forme de potentialité qu'on découvre au fur et à mesure qu'on l'utilise, on se redécouvre d'autres potentialités dans notre cerveau et dans nos ressources. C'est ce qu'on a appris tous avec l'ordinateur et Internet. À Google, les gens me disent « mais c'est épouvantable, vous allez perdre la mémoire, vous allez tout le temps sur Google chercher des trucs ». Je dis « mais non, au contraire, Google augmente ma mémoire parce qu'il permet de faire des croisements entre des choses que j'étais obligé de mémoriser dans mon cerveau, qui encombraient mon cerveau, alors que maintenant il est beaucoup plus libre et il fait jaillir l'intuition et la créativité ». Une question aussi. Alain Jeunel, dans le prolongement de la question précédente, moi, ma question est plus grave. C'est un peu plus grave. Dans cette ville que vous réenchantez, est-ce que vous ne craignez pas que beaucoup de gens restent au bord de la route? Je pensais à ça quand je vous ai parlé des États-Unis, les gens qui appellent parce qu'ils ne vont pas bien, il y a tout de suite une équipe qui débarque, on sait ce que ça coûte. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas se faire soigner du tout. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une question qu'on me pose depuis 50 ans. Mais c'est normal. C'est la première fois. Mais ça fait 50 ans qu'on me la pose, tout ce que j'ai écrit comme prospectiviste sur les nouvelles technologies, depuis la voiture, les nouvelles voitures, et l'ordinateur portable, l'Internet, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont rester sur le bord de la route? C'est normal. C'est une question qui est liée au fait que ça coûte de l'argent, il faut prendre des abonnements, il faut s'acheter une tablette ou un ordinateur, et tout le monde ne peut pas le faire. Maintenant, ma réponse, elle est liée à mes nombreux voyages, et sans doute aux vôtres aussi, en Afrique du Nord, ou en Amérique du Sud, ou dans le monde. On disait les gens ne vont pas s'offrir la télévision internationale parce qu'il faut une antenne, une parabole, ça coûte trop cher, ils ne l'auront pas, il faut un abonnement. Les gens n'auront pas de possibilité de communiquer les uns avec les autres en permanence tous les jours en ayant un téléphone sur soi. Si vous vous baladez en Amérique du Sud, dans les favelas qui sont complètement ruinés, pour se demander même s'il y a un toit pour les protéger de la pluie. Qu'est-ce que vous voyez? Des gens assis par terre en train de téléphoner avec un portable. Si vous allez en Afrique du Nord, dans toutes les villes d'Afrique du Nord, vous voyez des antennes paraboliques sur tous les toits, sauf les pays où c'est interdit. Mais donc, télévision mondiale et téléphone portable se sont répandus, mais beaucoup plus vite qu'on l'aurait prédit. Moi-même, j'ai dit, ce ne sera pas possible, ça va prendre 50 ans, 40 ans. Les prospectivistes se sont gourés, se sont plantés complètement. Donc ça veut dire que la débrouille, ou je ne sais pas comment ils font, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on avait pensé. Il y a un besoin de communication, un besoin de partage, d'information qui a créé les réseaux sociaux, qui a créé Internet et qui a créé le téléphone portable, qui fait que les gens finalement se débrouillent, quels que soient les coûts, pour les utiliser, parce que ça devient un besoin aussi important que de se loger, que de se nourrir, que de s'éduquer, que de se soigner. Quand l'UNESCO faisait ses études de savoir quelles étaient les priorités que les gens mettaient dans leur bien-être, c'était évidemment avoir un toit, manger, se soigner, s'éduquer. Maintenant, communiquer arrive en deuxième position. Donc vous voyez que finalement, ça arrive progressivement et ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu. La vague du changement montre que ça se fait. Oui, je lisais ce matin un article comme quoi il y a les jeunes, je crois que c'est les jeunes Américains, pour faire le choix de leur lieu de vacances, s'interrogent d'abord sur la capacité du lieu à être mis sur Instagram. C'est ça aussi les dérives. Et être un lieu qui soit connecté à la Wi-Fi. Bah oui, c'est quand même un peu... Enfin, je sais pas. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, derrière moi, désolé. Je ne vous vois pas. Donc il y a au moins 2-3 questions. Voilà. Allez-y, monsieur, je vous laisse vous présenter. Aurélien Péréol. Je ne vois pas le processus politique. C'est-à-dire la technique se développe toute seule et puis elle entre dans les sociétés. Et puis voilà, ça se fait, c'est bien. On a une crise cardiaque, il y a un drone qui arrive. C'est génial. Mais je ne vois pas le processus... Il n'y en a pas.
Ben si, il y en a. Non, mais il n'y en a pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont... Je m'excuse de vous interrompre, je vais mais... répondre à votre question, mais le processus politique, je cherche le processus politique, mais le politique n'est pas le moteur de tout ça. Il peut être le facilitateur, quand je parlais de la fibre optique Je ne parle pas des partis, sociétales, si vous préférez. La décision politique pour faire marcher tout ça, elle n'est pas là. Elle est là pour faire en sorte que finalement, elle puisse catalyser le changement en faisant faire, par exemple pour la fibre optique et la communication et la Wi-Fi. Mais la décision politique pour faire en sorte que ceci sorte plutôt que cela, c'est plutôt des gens comme Laurent Alexandre ou Xavier Niel qui ne sont pas des politiques qui le font. C'est pas ma question, mais bon. Alors d'accord, allez-y. Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps libre, par exemple, si vraiment tout se fait tout seul et tout le temps, tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire des gens qui ne supportent pas les ondes? Moi, j'ai une amie qui est allée dans la Creuse. C'est peut-être d'ailleurs pas assez loin parce qu'elle est, je ne sais plus comment ça s'appelle, électrosensible, voilà. Mais elle en a eu une tumeur au cerveau qu'on lui a enlevée. Enfin bon. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Enfin, il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on va faire de ces terres rares qui, je sais pas, sont rares? Ne supportent pas la technologie. Comment? Ne supportent pas le numérique. Oui, non, mais vous avez raison. Enfin, vous posez plusieurs questions en même temps. Non, quand je dis politique, c'est sociétal. C'est-à-dire, j'ai l'impression que la technologie, elle est dans une seringue et puis elle entre dans la société, puis voilà, ça se fait tout seul. Alors que non, il y a une adaptation, il y a une représentation, il y a un imaginaire. Ça se fait ou ça ne se fait pas. Ça se fait avec des souffrances, avec des déplacements, avec des... voilà. Parce que les portables, je vous conseille, si vous voyez passer un film court-métrage qui s'appelle La Nuit remue, qui est tourné par un jeune réalisateur sur des jeunes migrants, les migrants qui arrivent à pied de Syrie, par la Turquie, tout ça. Bon. Et quand ils franchissent l'école, ils se filment sur le portable. Et le portable, c'est vraiment l'objet essentiel, parce que quand ils vont arriver quelque part à Paris, ils ont des numéros, ils ont des gens de leur pays qui ont déjà réussi une coup, et donc ils sont reçus, ils sont hébergés, voilà. Et c'est vraiment le truc le plus important. Mais c'est bien ça, non? Oui, c'est bien. Et ils s'orientent avec Google Maps? Oui, peut-être. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement un objet, c'est pas plus ou moins, quoi. Ça change beaucoup les choses. Oui, mais je suis complètement convaincu. Mais ce que je voudrais vous dire, j'ai redit ça dans pas mal d'articles et je vous le redis là, c'est pas la technologie qui change la société. C'est la réappropriation humaine des technologies qui vont changer la société. C'est la réappropriation des technologies qui la change, pas la technologie elle-même. Donc ça dépend de nous, et ce n'est pas que les politiques qui décident. Il y a une question derrière, il y a deux questions derrière vous. Bonjour Delphine Vial. Moi j'ai une question qui rejoint, je pense, celle de monsieur d'une certaine façon. La technique, de toute façon les changements, il y a une chose qui paraît claire, en tout cas à moi, c'est qu'on ne peut pas les empêcher. Voilà, le monde est en train de changer et de façon très forte et rapide. Ceci dit, ça présente plein d'avantages, mais ça présente aussi des inconvénients. Vous parliez des ordinateurs tout à l'heure. Moi, j'ai vu une enquête il n'y a pas très longtemps qui montre que finalement, dans les bureaux, le recours à un travail qui est systématiquement via l'ordinateur, via les mails, n'est pas forcément un enrichissement, ni d'un point de vue qualité du travail fourni, ni d'un point de vue qualité de travail des personnes qui le font. On a montré quand même que c'est un facteur d'accroissement important du stress. Donc, voilà. La vie, c'est un facteur d'accroissement du stress aussi, en général. Non, mais je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que le monde change. Il y a plein de technologies qui sont en train d'arriver, plein de nouveaux modes de vie qui vont s'inventer. Moi, ma question à moi, c'est comment on éduque les gens. Comment on s'éduque, comment on éduque nos enfants, comment on s'éduque tous ensemble pour que finalement ces technologies elles soient à notre service et non pas à notre détriment, qu'on ne fabrique pas un monde qui se déshumanise. Ou comme disait monsieur, je rentre, je descends dans mon parking, dans ma voiture, dans ma roulotte, j'ai pas vu un arbre. J'ai des enfants, et ça date d'il y a longtemps, parce que moi c'était déjà il y a 25 ans de ça, un petit Parisien qui, dans un mariage en Alsace, a dit à son chien, à son père, « Ah, c'est ça une vache? Je pensais que ça avait la taille d'un chien. » Donc, il y a toute une partie du monde que moi, personnellement, je serais immensément désolée que l'homme perde parce que je pense qu'elle lui est essentielle. D'accord. Comment faire en sorte qu'on reste humain malgré la technologie et surtout qu'on apprenne à nos enfants à comprendre l'importance du lien humain et du lien social parmi toutes ces technologies qui risquent de nous déshumaniser, de nous éloigner les uns des autres. On a essayé de traiter ça dans notre forum Changer d'air l'année dernière à la Cité des Sciences, dont le thème était « Au boulot les robots, la vie aux humains ».
C'est une question vachement importante, très philosophique. Si le boulot machinal, routinier, est fait par les robots, c'est quoi la vie pour nous? Le plaisir, l'amour, le partage, la générosité, la solidarité, l'art, la musique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, apprenons à nos enfants à avoir envie du futur. C'est ça que moi j'essaye de faire à la Cité des Sciences, c'est ça que j'essaye de faire avec mes enfants et mes petits-enfants. Avoir envie du futur, c'est d'avoir une attitude positive. Ici, ça s'appelle « réenchantons l'avenir ». Ayons une attitude positive. Je n'ai pas dit optimiste, hein. J'ai dit essayons d'avoir une attitude positive vis-à-vis du futur, en disant oui, on peut faire quelque chose. Oui, on peut faire quelque chose pour soi sur le plan de la santé. Oui, on peut faire quelque chose sur les autres pour le plan de la coéducation. Oui, on peut faire quelque chose pour l'environnement. D'être positif, ce n'est pas d'être optimiste, comme le disait Gramsci, ce philosophe politique italien. Il parlait du pessimisme de la raison et de l'optimisme de la volonté. C'est très important la différence. Si j'essaye de raisonner, je suis pessimiste, je dis c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Chaque élément, je peux les analyser séparément et chacun me paraît impossible à surmonter. Par contre, si je veux changer avec les autres, si je veux participer au changement, c'est la volonté qui me rend positif. Moi, j'aime pas dire si je suis optimiste, je dis je suis positif, j'essaye d'être positif, réaliste, pragmatique et constructif. Donc c'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants. Leur apprendre à être constructif, positif, généreux vis-à-vis des autres, de partager pour construire ensemble un futur auquel on a envie et pas un futur qui nous est soumis et imposé par les politiques, les idéologues ou les religieux. C'est un sujet d'éducation. Non, mais c'est un sujet d'éducation. Là, on parle des familles et des parents. Vous m'avez posé une question de parents. Mais c'est un sujet politique. Mais bien entendu, mais toute la politique moderne essaye d'aller vers ça. On a un gouvernement qui a changé avec un homme qui met en place la bienveillance plutôt que les rapports de force, qui met en place les rapports de flux et les échanges. On a la chance de pouvoir éventuellement participer à cette grande aventure. Faites-le. On a un changement politique en France fondamental. Participons-y. On y est dedans. Il y avait une question derrière vous. Alors, déjà, deux questions. Oui, alors Laetitia Thévenot. Alors déjà, avant de poser ma question, je voudrais juste rebondir sur ce que j'ai compris et ce qui s'est dit. C'est que ces technologies vont nous permettre d'avoir du temps, donc nous faciliter, on va dire, nos tâches quotidiennes. Donc un peu les robots qui sont au boulot et donc qui nous laisseraient plus de temps justement pour nous développer. Et sur ce qui vient d'être dit, je me dis, c'est bien, ces technologies, elles peuvent justement servir d'outils pour transmettre ses connaissances en bien vivre ensemble. Là, j'ai vu récemment que Google mettait en place des coachings pour le bien-être au travail et des choses comme ça. Donc, je vois que ces technologies, elles vont aussi dans le sens de l'humain et que les politiques et les technologies, elles vont suivre ce que demande la société. Moi, ma préoccupation, donc, comme c'est aussi mon métier, c'est de savoir toutes ces ondes qui vont circuler, donc les Wi-Fi, ces ondes-là, elles ont une fréquence qui, justement, abaisse le niveau de santé des personnes. Et est-ce que c'est possible d'utiliser, donc, quitte à envoyer des ondes qui réparent? Parce que les ondes, notre corps est formé d'ondes et on a un certain niveau vibratoire, pour parler de façon technique, ce qui est propice. Donc, je me suis dit, quitte à faire circuler des ondes dans tous les sens, est-ce que on est obligé d'utiliser les ondes Wi-Fi qu'on utilise aux fréquences auxquelles on les utilise maintenant? Ou est-ce que, je ne connais pas la technique, est-ce que c'est possible d'avoir une technique avec des ondes qui soit justement réparatrice et qui influence l'épigénétique de façon positive? C'est une question importante. On parle beaucoup des ultrasons, des infrasons et de l'infrarouge, au-delà de la Wi-Fi, qui commence à être pas mal critiquée par beaucoup de gens. Vous avez commencé en disant que toutes ces techniques nous font gagner du temps. Je vous corrigerai un tout petit peu en disant qu'on ne peut pas gagner du temps parce qu'on n'est pas possesseur du temps. On n'en a pas. On ne le possède pas, il s'écoule immédiatement. Par contre, on peut créer un capital temps. Et ce capital temps, c'est comme un investissement. Et de ce capital temps, on peut tirer des dividendes temporels qu'on peut réutiliser de manière beaucoup plus flexible un peu partout. Bon, c'était juste une petite remarque en passant. Donc, pour revenir sur vos ondes, le cerveau, c'est 40 Hz. Vous le savez, puisque vous êtes dedans. C'est 40 Hz. Ce n'est pas la très grosse fréquence, hein, c'est plutôt basse fréquence. Mais il y a la possibilité de détecter dans le cerveau un certain nombre d'informations. D'ailleurs, mon ami Hugo Mercier, vous avez peut-être entendu parler de lui, il a créé une société qui s'appelle Rhythm et un casque qui s'appelle Dream, D-R-E-E-M. Un casque que l'on met sur la tête qui capte les ondes cérébrales, qui sont des ondes cérébrales classiques, mais qui permet de détecter dans le cerveau les phases du sommeil profond, du sommeil paradoxal, et en renvoyant dans le cerveau des informations sous forme de vibrations
qui ne sont pas des ondes, mais qui sont des vibrations osseuses qui vont stimuler certaines zones du cerveau et pas d'autres, permet un endormissement 50% plus rapide, même qu'avec du Stilnox. Donc, en réponse longue à votre question, très précise, ça veut dire qu'il n'y a pas que les ondes de la Wi-Fi qui permettent de communiquer avec le cerveau dans les deux sens. On peut avoir aussi des ondes naturelles du corps. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, mais il y a des gens qui émettent des choses. Quand ils rentrent dans une salle, ils sont dans votre dos, vous ne les voyez pas, mais vous sentez quelque chose. Non ? Oui. Ça nous est arrivé à tous. Je ne sais pas si le coup de foudre est relié à ça, mais il y a des transmissions d'informations, de vibrations, des good vibes qui arrivent sans que ce soit de la Wi-Fi ou autre. Donc le corps est capable d'émettre un certain nombre d'informations que l'on peut capter aussi. Il y a des gens qui sont très sensibles à ça et qui savent très bien le faire. Il y en a d'autres qui s'y entraînent. La programmation neurolinguistique essaye, vous le savez, je vois, de faire ça. Mais donc on recherche beaucoup dans ces domaines-là. Et je vous donnerai des livres très intéressants à lire sur ces sujets. Il y a les livres très intéressants de Mathieu Ricard et du neurologue allemand qui vient d'écrire sur la méditation et l'émission par son corps d'un certain nombre d'informations. Il n'y a pas que la Wi-Fi, heureusement, et beaucoup de gens travaillent. Il y a l'amour intelligent. Je crois qu'il y a une dernière question. En fait, juste pour rebondir là-dessus, c'est que de mon expérience, en fait, les gens qui n'ont pas déjà fait toutes ces approches-là, pour faire le saut, le fait d'être constamment saturé d'ondes, télévision et choses comme ça, c'est pour pouvoir arriver à émettre ce que peut vibrer une autre personne. Ça demande beaucoup d'implication. Donc, moi, je travaille à titre personnel et je vois le temps que ça fait pour faire une personne. Et je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un effet bénéfique comme ça avec des ondes qui puissent toucher chaque personne? Alors, ça demande beaucoup d'entraînement, finalement. C'est comme l'entraînement physique pour se faire du muscle. C'est comme l'entraînement à la méditation. Si vous faites de la méditation, moi, j'en fais depuis 30 ans. J'ai appris d'abord la méditation avec un biostimulateur que j'avais acheté près du MIT. C'était des trucs qu'on mettait sur le cerveau et qui vous permettaient de savoir que vous étiez en onde alpha. Et donc, vous le voyez sur l'écran que vous étiez en onde alpha. Et après, votre corps sait que vous êtes en onde alpha avant de le voir sur l'écran. Et moi, je me suis entraîné à ça. Et moi, je médite régulièrement, tout le temps. Je rentre en onde alpha sans besoin d'une machine. Donc, ça demande un entraînement personnel, un long entraînement personnel. Et progressivement, on pourra y arriver. Et je crois qu'on va aller vers ça. On va communiquer de plus en plus par autre chose que des ondes électromagnétiques. Alors, dernière question, parce qu'après, on est obligé d'arrêter. C'était la... Voilà. Merci. Bonjour, Lucille Leblanc. J'ai une question un peu générale sur laquelle j'aimerais avoir votre avis. En fait, moi, je viens de lire un livre qui s'appelle « Se libérer du superflu », écrit par un monsieur allemand dont je ne saurais le nom exact, et qui finalement nous dit quand même que l'innovation, c'est bien, sauf que, toujours dans la perspective de notre monde fini et de nos ressources finies, finalement, l'innovation, elle vient se rajouter toujours... toujours, j'en sais rien, mais enfin, elle vient s'ajouter, en tous les cas, à toutes les techniques déjà existantes, sans forcément en retirer, et que ça nous pose de plus en plus de problèmes par rapport à notre perspective de monde fini, de ressources finies. Et donc, du coup, finalement, est-ce que toutes ces innovations dont vous nous parlez, est-ce qu'aussi elles ne font que s'ajouter, ou est-ce qu'elles permettent finalement de retirer peut-être des anciennes technologies qui sont par ailleurs extrêmement polluantes ou néfastes? Ok. Alors moi, je ne parle pas d'innovation. Et je vais vous dire une chose qui va vous étonner, que je dis même sur Facebook. Je suis contre l'innovation. Ça va vous étonner, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je ne parle pas d'innovation, je parle de système innovant. Ce qui n'est pas du tout pareil. Parce qu'un système innovant, c'est un catalyseur de changement, dans sa totalité. Et ce n'est pas une innovation qui se rajoute à une autre. L'automobile s'est rajouté à la voiture à chevaux à 4 roues. Maintenant, l'email s'est remplacé le fax. Mais donc, c'est des changements disruptifs qui se remplacent les uns les autres, mais pas les systèmes innovants. Un système innovant, c'est par exemple Internet, le GPS de votre voiture. C'est fait de plusieurs innovations interconnectées les unes aux autres à l'intérieur d'un écosystème innovant. Vous comprenez ? Internet, ce n'est pas une innovation. Vous pouvez dire que c'est une innovation sociétale, ça me permet d'aller plus vite, de rechercher des informations, de communiquer par email. C'est plus facile de dire que c'est une innovation sociétale. Mais en fait, c'est un système innovant parce qu'il est fait d'un protocole qui s'appelle le TCP/IP, il est fait d'emails, il est fait de moteurs de recherche, il est fait de bêta-testeurs, nous tous qui l'utilisons tout le temps, et on crée un système innovant. Et donc, il faut pousser les entreprises et nous pousser nous-mêmes dans nos actions à penser des processus dynamiques et systémiques qui font émerger des systèmes innovants. Ça, c'est le changement. Ça, c'est le changement fondamental, qui n'ajoute pas
et qui n'ajoute pas à quelque chose qui existait déjà, mais qui catalyse un changement sociétal complètement différent. Ce qu'Internet a fait, ce que le GPS a fait, ce que notre smartphone fait avec tous les services qu'il nous offre. Donc voyez surtout ça. Ne voyez pas une innovation qui se rajoute à d'autres, qui va consommer encore plus d'énergie et qui va consommer encore plus de produits naturels. Voyez des systèmes innovants qui se remplacent comme des populations, se remplacent les unes les autres et conduisent à des écosystèmes nouveaux qui nous donnent plus de possibilités, plus d'opportunités, plus de capacités d'interaction. Donc voyez-le comme ça, ce sont des catalyseurs de changement sociétal et pas seulement une innovation qui s'ajoute à une autre. Merci Joël, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci à vous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et donc rendez-vous en dessous.